Bonjour à tous. Alors, entreprendre une analyse critique approfondie de la Constitution française peut paraître au premier abord une tâche un peu rébarbative, aussi bien pour celui qui va entreprendre d'exposer oralement le rapport qui en découle que pour celui qui va consentir de son plein gré à faire l'effort de l'écouter. Donc, je vous en remercie par avance. Ceci étant dit, je me dois d'infirmer cette supposition en précisant d'emblée que, personnellement, je ne considère pas du tout cet exercice d'analyse comme un exercice rébarbatif ou ennuyeux, mais au contraire, comme une aventure passionnante, excitante même, qui, d'un certain point de vue, va nous permettre de mettre le nez dans le cœur du réacteur du vaisseau sociétal qui nous entraîne vers on ne sait où d'ailleurs, et d'y mettre notre nez avec l'objectif avoué de mieux comprendre la nature des soumissions qui nous façonnent et des chaînes qui nous entravent. Car voyez-vous, à mesure que l'homme, disons l'homo sapiens, à mesure que l'homme quittait l'état sauvage qu'il connaissait depuis 300 000 ans, un état où les maladies infectieuses, les épidémies n'existaient pas, un état où l'homme était robuste, intelligent, habile, curieux et savait tout faire, un état où l'homme ne connaissait pas la guerre, ni la famine, ni l'exploitation de l'un par l'autre, ni non plus la coercition par des règles abstraites, par une constitution, par exemple. Un état sauvage, donc, dans lequel la liberté de l'espèce était bornée uniquement par les contraintes posées par notre mère nature, c'était l'âge d'or, en quelque sorte. À mesure, donc, que nous quittions cet âge et que nous entrions dans le néolithique, il y a 10 000 ans, à peine 10 000 ans dirais-je, et que nous commencions à nous constituer en société, c'est-à-dire à nous sédentariser, à nous regrouper dans des espaces réduits et à vivre dans une promiscuité de plus en plus intense, les villes, à abandonner nos pratiques guidées par le cycle naturel, telles la chasse, la pêche et la cueillette, et à remplacer ces pratiques par des pratiques artificielles, comme l'agriculture et comme l'élevage. Pratiques devenues par la suite agriculture et élevage industriel, ou agriculture-élevage chimique, ou encore pétro-agriculture-élevage. Tout un ensemble de pratiques qu'on a alors appelées secteur primaire. Parallèlement à cette vaste entreprise de domestication de notre mère nature, nous, Homo sapiens, nous sommes mis également à inventer d'autres pratiques artificielles comme l'artisanat, devenu ensuite métallurgie et industrie, et qu'on a appelé secteur secondaire. Homo sapiens devenait alors progressivement Homo industrialis. Un peu plus tard, enfin, Homo sapiens devenu Homo industrialis se mit à développer des activités non productives, activités fondées sur les seuls bénéfices des deux premiers secteurs, le secteur primaire et le secteur secondaire. Des activités de service qu'on a alors regroupées sous le terme générique de secteur tertiaire. À mesure que cet Homo sapiens néolithique, c'est-à-dire nous-mêmes, tout en poursuivant notre évolution, à mesure que cet Homo sapiens se trouvait atteint par des maladies infectieuses ou épidémiques, de plus en plus nombreuses, à mesure que ses capacités physiques et sa robustesse déclinaient, que la division du travail imposée par l'organisation sociétale qu'il avait lui-même mise en place, que nous avions nous-mêmes mis en place,
que cette division du travail entraînait une perte du savoir-faire généraliste de chaque individu et une diminution de sa curiosité systématique, prémisse irrémédiable, un recul inéluctable de notre capacité de réflexion. Et finalement, de ce qu'on appelle l'intelligence individuelle de l'espèce, intelligence individuelle, qui peut être définie comme le faisait Thomas Hobbes, comme l'alliance de la connaissance, connaissance qui n'est rien d'autre que la somme du savoir généraliste, et du discernement qui, lui, ne mesure rien d'autre que le niveau de la capacité de réflexion. Alliance de la connaissance et du discernement. Bref, à mesure que toutes ces transformations et toutes ces mutations s'opéraient, durant ce passage historique de l'état sauvage à l'état sociétal, à partir de la période néolithique, c'est-à-dire depuis à peine 12 jours, si on suppose que l'homme moderne existe depuis 1 an, pour situer le rapport dans le temps. Il est alors apparu un besoin nouveau à l'espèce humaine, un besoin qui n'existait pas pour le chasseur-pêcheur-cueilleur, pour l'homme pré-néolithique. Un besoin nouveau, totalement absent des préoccupations d'une espèce qui s'était pourtant installée depuis 300 000 ans dans un mode de vie qui paraissait immuable, dans un mode de vie qui était objectivement durable, mais réellement durable, c'est-à-dire quasiment éternellement durable. Ce nouveau besoin, conjoint avec la sortie de la période néolithique, s'appelle l'édiction de règles abstraites, c'est-à-dire les lois. Édiction de règles abstraites, admises, de gré ou de force, par tous, et, en tout cas, s'imposant à tous par une violence dite légale, violence légale, à laquelle on a progressivement donné le nom d'État. Alors, il n'entre pas dans le cadre de notre propos d'aujourd'hui d'analyser les causes et les raisons qui ont provoqué cette révolution sociétale, ou d'évaluer la contingence de ces 10 millénaires qui ont fait l'histoire de l'homme civilisé, bien que cette démarche constituerait certainement le domaine d'étude anthropologique le plus essentiel pour la compréhension de nos grands problèmes actuels, mais nous conviendrons plutôt de tenir pour acquis cette situation, d'en prendre acte avec toutes les conséquences qu'elle a engendrées, qu'elle engendre et qu'elle engendrera sans doute, conséquences bonnes ou conséquences mauvaises. Plus encore, et afin de n'être pas taxé de dangereux passéistes, d'utopistes inquiétants ou même tout simplement d'hurluberlus dérangés, nous poserons comme hypothèse d'école que l'homme a bien fait de quitter son état de chasseur-pêcheur-cueilleur, que l'homme a eu raison d'entrer dans un monde de vie civilisé, dans un mode de vie civilisé, que l'homme qu'il lui a été profitable à l'homme de s'organiser en société, et qu'il est donc bien naturel qu'il ait de ce fait été amené à édicter des règles coercitives restreignant sa liberté individuelle, la liberté individuelle de chacun, pour le supposé bien commun de tous. Nous ne mettrons donc pas en doute ce postulat. La question qui nous occupe aujourd'hui, la seule, en vérité, c'est de savoir si cet État dont nous venons de parler, qui a reçu délégation de la multitude pour rédiger ces règles coercitives et les faire respecter par la force, si cet État, qui a revêtu des visages successifs et différents d'un lieu à l'autre de la planète Terre, si cet État, qui a subi des convulsions et des révolutions l'ayant amené aujourd'hui à une relative stabilité concrétisée par une similitude, une identité même, quelques iotes après, de tous
tous les corpus législatifs des différentes nations humaines. Si cet État unique, en quelque sorte, matérialisé partout, par l'omnipotence d'un groupe restreint d'individus sur tous les autres, si cet État qui rédige lui-même les règles coercitives qu'il fait ensuite lui-même appliquer, eh bien si cet État, au final, il agit réellement dans l'intérêt de cette multitude qui lui a confié cette délégation exorbitante. Autrement dit, s'il agit bien dans ce qu'on nomme généralement l'intérêt général. Vaste question, me direz-vous, d'autant que la notion d'intérêt général n'est définie nulle part. Alors, le mieux, dans ce genre de situation, c'est bien entendu de prendre le problème posé par son commencement et par une chose précise et concrète. Et dans le cas de figure qui nous intéresse, la chose précise et concrète, c'est la Constitution. La Constitution. Et pour illustrer encore plus clairement notre propos, nous parlerons de la Constitution française. Sachant que notre analyse critique pourra ensuite être déclinée, pour l'essentiel en tout cas, sur toutes les autres constitutions existantes de par le monde. Pour débuter cette analyse critique de la Constitution française, la première question que nous avons à nous poser, c'est naturellement la question suivante. Qu'est-ce qu'une constitution? Cette question peut paraître saugrenue, tant ce terme de constitution semble relever du domaine commun. Tant ce terme est souvent employé aussi bien dans la communication officielle des maîtres du pouvoir que dans celle des différents médias, qu'ils soient médias dits de masse, les fameux médias mainstream, ou qu'ils soient dits alternatifs. C'est ainsi que nous entendons régulièrement des phrases du type « d'après la Constitution »,« conformément à la Constitution »,« notre Constitution stipule que » ou bien, plus rarement, « ceci ou cela est contraire à la Constitution ». Toutefois, et malgré cette relative familiarité, semble-t-il, du terme, il semble peu probable qu'un nombre important de personnes interrogées au hasard soient en capacité de livrer une définition exacte et précise du terme « constitution », autrement qu'en livrant un vague raccourci, exprimé avec les mots particuliers de chaque personne interrogée, mais signifiant au final que la Constitution serait un texte juridique suprême, fixant les règles de base du grand bazar que sont les relations des individus au sein d'une collectivité donnée. Cette méconnaissance de ce qu'est réellement une constitution et de son rôle exact dans l'organisation de la collectivité tient à deux raisons principales. La première raison, c'est que ce concept existe depuis très peu de temps. 230 ans, très exactement pour ce qui concerne la France, puisque notre première constitution date du 3 septembre 1791. 230 ans ou un petit peu plus ou un petit peu moins selon les nations, c'est effectivement très peu de temps. Très peu de temps en comparaison des 12 000 années qui nous séparent de la révolution néolithique. Et pendant lesquelles 12 000 années, les différentes collectivités humaines ont assuré leur organisation et leur fonctionnement sans avoir recours à aucune norme écrite. 230 ans donc pour la première Constitution française, qui n'est d'ailleurs pas la plus ancienne du monde, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, puisque cette palme revient plutôt aux États-Unis, dont la Constitution date de 1787 et reste d'ailleurs toujours en vigueur aujourd'hui, alors que la française a connu depuis 1791 pas moins de 15 versions successives. Alors parallèlement,
à ce caractère de nouveauté historique qui ne lui a pas encore permis de s'être profondément inscrit dans la mémoire collective des peuples, et qui explique en partie le fait que peu de gens savent donner une définition précise du terme de constitution, est assez remarquable que le fait constitutionnel souffre également d'un deuxième handicap, expliquant encore plus clairement cette ignorance populaire, c'est que tout simplement la véritable définition du terme constitution n'existe nulle part. La preuve, c'est que si nous cherchons dans le dictionnaire Larousse la définition du mot constitution, nous trouvons pêle-mêle, ou à la suite, les uns des autres, les énumérations suivantes. Action de constituer quelque chose. Exemple, la constitution d'un dossier. Manière dont quelque chose est constitué, composé, établi. Ensemble des éléments qui la composent. Action, fait d'établir, de créer, d'organiser, de former quelque chose. Exemple, la constitution d'une société. Société commerciale, par exemple. Ensemble des caractéristiques morphologiques, physiologiques et psychologiques d'un individu. Exemple, une bonne constitution. Saine constitution. Ensuite, acte de procédure dans un procès. Et exemple, se constituer en partie civile. Ensuite, affectation d'une somme à un usage déterminé. Exemple, rente-pension. Ensuite, composante statique et invariable retenue par la typologie homéopathique. Ensuite, opération qui consiste à donner une définition d'un concept à partir d'un ou de plusieurs autres concepts. Bien malin qui pourrait retrouver dans ce florilège du chantre lexical de la langue française une proposition qui puisse s'adapter à notre recherche, sauf peut-être la première suggestion, action de constituer quelque chose. D'après le dictionnaire, donc, la Constitution française serait donc la constitution de quelque chose. Voilà, pour une première certitude bien posée et qui nous donne un aspect des difficultés qui nous attendent pour les phases ultérieures de nos travaux. Une deuxième certitude qui vient nous frapper au début de notre entreprise d'analyse critique de la Constitution française, c'est celle qu'il n'existe nulle part de règles rédactionnelles pour établir une constitution, de règles au sens d'un cahier des charges qui imposerait de traiter de tel ou tel thème ou qui interdirait de traiter de tel ou tel autre thème. Bien plus, l'observation historique nous apprend qu'une constitution est toujours le produit juridictionnel d'un vainqueur politique ou militaire qui va la construire à sa guise, sans être contraint ni guidé par aucune force supérieure autre que la sienne, et éventuellement guidé par son pronostic personnel dans le cas où le texte concerné serait soumis à une ratification élargie. À ce stade de notre propos, nous retiendrons donc le fait avéré qu'une constitution peut contenir n'importe quel type de règles pour peu que son rédacteur en ait décidé ainsi. De même, pour ce qui concerne notre analyse critique, nous retiendrons pour seule vérité la stricte observation clinique de ce qui existe, à l'exclusion de toute autre idée particulière, de ce qui pourrait être juste, de ce qui pourrait être vertueux, de ce qui pourrait être équitable, honnête, moral ou même tout simplement logique. Bref, en somme, une constitution, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins que ce qu'il y a dedans. C'est uniquement ce qu'il y a dedans, certes, mais la Constitution fait aussi partie d'un tout. D'un tout immense, notamment en France, qu'on nomme généralement le corpus législatif. Ce corpus législatif, eh bien, il est constitué par l'ensemble
des règles coercitives dont nous avons parlé en introduction. Cet ensemble de règles que la société organisée de l'Homo sapiens, devenu Homo industrialis, a jugé nécessaire d'édicter afin de rendre possible la vie en collectivité, c'est-à-dire réglementer les relations des individus entre eux, d'une part, mais également réglementer les relations des individus avec les représentants du pouvoir politique, d'autre part. Ces règles coercitives sont naturellement imposées par la violence légale, nous l'avons déjà dit, ce qu'on dénomme couramment la force de la loi, et elles prévoient toute une échelle de sanctions en cas de non-application par les citoyens, sanctions également appliquées par la force. Cet ensemble de règles coercitives, toutefois, n'est pas de niveau uniforme au sein du corpus législatif global. Certains groupes de règles prédominant sur d'autres. Au sommet de cet échafaudage, fort d'environ 140 000 règles diverses en France, au sommet de cet échafaudage, trône le groupe constitutionnel qui, en principe, ne doit pas et ne peut pas être contredit par aucune règle ou autre groupe de règles inférieur. Bref. Et afin de clore provisoirement cette réflexion préliminaire sur le fait de savoir ce que c'est qu'une constitution, nous nous contenterons donc pour l'instant de prendre acte que la constitution française actuelle, du 4 octobre 1958, c'est un livret de règles coercitives prédominant sur toutes les autres règles coercitives du corpus législatif se décomposant ainsi. Une constitution en 4 parties. Constitution de 58, 89 articles. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 17 articles. Préambule à la Constitution de 1946, 18 articles. Charte de l'environnement, 10 articles. Deuxième groupe, les 74 codes juridiques, que nous n'allons pas bien entendu énumérer. Code civil, code pénal, code du commerce, code des sociétés, code des impôts, code des communes, code des collectivités territoriales, code de l'urbanisme, code de la consommation, code des assurances, code électoral, code des transports, etc., etc. 140 000 lois, arrêtés, décrets ou règlements. Nous reviendrons sur la distinction entre ces 4 groupes de règles coercitives. À cela, il faut ajouter les ordonnances, les circulaires administratives, les directives européennes, sans oublier la multitude d'arrêtés municipaux. Alors, quelle est donc la spécificité de la Constitution proprement dite au sein de ce maquis épais et touffu de règles coercitives, spécificité autre que celle de prévaloir sur toutes les autres règles non étiquetées dans le propre corpus constitutionnel. Ce qui, si nous en tenions à cet unique distinguo, ne constituerait pas d'ailleurs une spécificité à proprement parler, mais plutôt une prévalence arbitraire. Prévalence dont nous allons tenter de voir si elle est bien justifiée, par une logique ou un principe clair, ce qui précisément l'exonérerait du fameux soupçon d'arbitraire. C'est ce que nous allons en partie étudier. Alors, pour ce faire, notre premier champ d'observation sera tout d'abord l'architecture globale de la Constitution. Comme nous l'avons déjà dit, la Constitution française, c'est un ensemble hétérogène, composé de 4 textes, dont certains relèvent de l'organisation du pouvoir par le biais de l'énumération, souvent fastidieuse, énumération d'un interminable catalogue de procédures, et d'autres qui relèvent de l'idéologie sociétale par le biais d'un exposé sensiblement plus attractif,
d'un certain nombre de principes dont nous verrons plus loin qu'en réalité ce ne sont que des simili-principes mais n'anticipent pas. Deuxième champ d'observation, de quelle façon la Constitution prédomine-t-elle sur toutes les 140 000 au minimum autres règles coercitives du corpus législatif global? Eh bien, principalement, elle prédomine par l'application de deux prérequis implicitement constitutifs du schéma organisationnel global du corpus législatif, mais nous disons bien implicitement, parce que ces deux prérequis ne sont écrits ni énoncés nulle part. Alors, ces deux prérequis sont les suivants. Le premier prérequis peut s'énoncer ainsi. Toute règle coercitive doit être compatible avec la Constitution, la fameuse condition de constitutionnalité, à défaut d'être réputée non valide. Deuxième prérequis peut s'énoncer ainsi. Une constitution doit être plus difficilement modifiable que toutes les autres règles coercitives, voire beaucoup plus difficilement modifiable, voire pas du tout modifiable, selon l'option politique fondamentale prise par une collectivité donnée. Alors, nous devons préciser que ces deux prérequis sont des prérequis, ce ne sont pas des principes. Un principe étant une notion bien particulière dont nous allons nous efforcer de cerner la définition un peu plus loin, ces deux prérequis ne sont en réalité que des conditions sine qua non. Mais conditions qui revêtent une importance fondamentale, puisque sans elles, il n'y aurait tout simplement pas de constitution. En effet, si nous observons que la pratique législative admet qu'une loi puisse contredire une disposition constitutionnelle, cela reviendrait à ignorer l'existence même de la Constitution. Et que, de façon similaire, si la pratique législative autorisait des procédures de modification de la Constitution identiques à celles de la loi ordinaire, la Constitution serait reléguée de fait au caractère de variante, de simple variante de la loi, ce qui de fait la ferait ne plus exister en tant que Constitution. Mais alors, et compte tenu de ces considérations préliminaires, nous pourrions nous poser une question toute simple. Est-il vraiment nécessaire d'avoir une Constitution et à côté un ensemble de lois ordinaires? Ne pourrait-on pas concevoir une société sans Constitution et uniquement régulée par des lois? Ou bien, au contraire, une société sans loi et régulée uniquement par une Constitution? L'étude de cette alternative théorique, toute théorique, finalement pas si théorique que cela, on verra ça plus tard, l'étude de cette alternative va nous permettre en fait de mieux cerner la spécificité et le rôle qu'une constitution peut ou doit ou devrait jouer au sein de l'organisation sociétale globale. En effet, dans le premier cas d'école, c'est-à-dire une société ne disposant pas de constitution et uniquement régulée par des lois, nous comprenons tout de suite que l'édiction des règles coercitives ne va dépendre que du bon vouloir ponctuel de l'organe des législateurs, quel que soit d'ailleurs cet organe, un homme seul, dans le cas de la dictature ou de la monarchie, un groupe restreint, dans le cas de la démocratie dite représentative, plus précisément nommée oligocratie. Eh bien, ce cas de figure est bien connu de nous. L'histoire regorge d'exemples. Le deuxième cas de figure, le deuxième cas d'école, par contre, celui d'une société sans loi et régulée uniquement par une constitution, nous plonge dans l'inconnu complet, puisque ce système n'a pas d'exemple historique avéré, tout au moins au niveau d'une communauté large et développée, c'est-à-dire une société complexe. Mais, hormis le fait qu'aucune collectivité n'a jamais choisi délibérément cette option,
Et nonobstant l'analyse des raisons politico-historiques susceptibles d'expliquer ce phénomène de carence, ce phénomène tout simplement de choix différents, rien ne semble pourtant objectivement s'opposer à la possibilité d'un tel choix, ni à la capacité d'une communauté à organiser son exercice du pouvoir sur la base de ce type d'option, uniquement une constitution. Concrètement, il ne s'agirait ni plus ni moins que de se fonder sur une constitution énonçant un ensemble de principes, mais des principes suffisamment clairs et exhaustifs dans les grands domaines de l'activité humaine, et de laisser ensuite le soin à la justice, détentrice de fait du pouvoir exécutif, de trancher les litiges dont elle serait saisie au seul vu du respect ou pas des principes édictés dans la Constitution. Une Constitution ainsi fondée tout entière sur des principes, un principe étant une proposition précise qui sert de base à un raisonnement et qui définit un ou plusieurs modes d'action. Une Constitution que nous pourrions ainsi qualifier de principielle et qui pourrait dispenser ainsi, qui pourrait se dispenser de tout autre corpus législatif pour une nation qui déciderait de l'adopter. Car dans les faits, cette constitution principielle, elle définirait un système logique dans lequel toute règle ou loi devrait respecter impérativement un principe. C'est ainsi que des principes logiques et clairs devraient être énumérés dans le préambule de la Constitution et que plus loin, des règles d'interprétation rigoureuses permettant de passer des principes énoncés aux éléments du domaine concerné seraient énumérés dans les différents articles de la Constitution. Donc des préambules énonçant des principes et des articles déclinant ces principes dans les principaux domaines de l'activité humaine. Le système de cohabitation, constitution loi ordinaire, utilisé par la démocratie représentative actuelle, ou plus exactement de l'oligocratie actuelle, est présenté, lui, par contre, comme un système établissant une séparation des pouvoirs, une supposée séparation des pouvoirs, censée garantir aux citoyens ordinaires, d'une part que le législateur ne pourra pas faire ce qu'il veut, et d'autre part que la justice exécutive sera soigneusement encadrée par une multitude de règles empêchant toute arbitraire. Dans la réalité, malheureusement, cette dualité supposée vertueuse se révèle n'être qu'une illusion, et nous allons voir pourquoi. La raison principale de ce que nous appellerons l'illusion constitutionnelle, étant d'ailleurs à rechercher dans le contenu même de la Constitution. C'est pourquoi nous allons l'analyser en profondeur. Nous avons vu qu'une Constitution pouvait comporter des règles de procédure, comme par exemple les modalités détaillées à l'extrême de la cuisine électorale ou de l'ébénisterie législative. Et, à côté, l'édiction de règles de principe, comme par exemple la garantie de la liberté d'expression. Une constitution dans laquelle les règles de procédure dominent par rapport aux règles de principe sera dénommée constitution procédurielle. À l'inverse, une constitution dans laquelle les règles de principe dominent par rapport aux règles de procédure sera dénommée une constitution principielle. Tout en sachant que la prédominance d'un type de règle par rapport à l'autre type de règle
peut-être plus ou moins importante, ce qui nous donnera soit des constitutions à dominante procédurielle, soit des constitutions à dominante principielle. Alors, ceci étant posé, il paraît bien évident que le juste équilibre, le bon équilibre entre ces deux dominantes, les procédures et les principes, au sein d'une même constitution, est un élément de garantie de bonne démocratie pour un système politique donné. Car que pourrions-nous penser d'un système qui adopterait une constitution très fortement procédurielle, par exemple, et qui réduirait à presque rien, voire même à néant, les dispositions principielles? Que pourrions-nous penser d'une constitution qui ne s'occuperait que de décrire par le menu les procédures des diverses élections, de décrire par le menu l'organisation du pouvoir exécutif, de l'élaboration de la loi et du règlement? Une telle constitution autoriserait de fait les maîtres du pouvoir du moment, les détenteurs d'une majorité temporaire, les autoriserait à imposer n'importe quel type de coercition aux citoyens ordinaires, n'importe quelle atteinte à sa liberté fondamentale, sans être limité par aucun principe supérieur qu'il ne faudrait pas franchir. En d'autres termes, la loi n'aurait pas de bornes constitutionnelles et les maîtres, à un moment donné, pourraient alors autoriser ou interdire tout ce que bon leur chanterait. Cette vision d'horreur n'est naturellement pas réelle, puisque chacun sait bien que la Constitution française impose à nos dirigeants de n'édicter que des règles abstraites. Les règles abstraites, c'est les lois et les règlements. Que des règles compatibles avec les dispositions constitutionnelles, et que ce contrôle est assuré par un organisme vertueux ad hoc, qui s'appelle le Conseil constitutionnel, chargé de vérifier la constitutionnalité des lois. Oui, mais supposons un instant, toujours dans le cadre d'une simple hypothèse d'école purement théorique, que certains principes énoncés dans une constitution, dans la Constitution, ne soient pas de vrais principes. C'est-à-dire qu'il n'est en fait que l'air de principe, mais qu'ils n'en sont pas vraiment, un peu à l'image du Canada Dry, qui a la couleur de l'alcool, le goût de l'alcool, mais qui n'est pas de l'alcool. Notre Constitution, attention, issue d'une simple hypothèse d'école purement théorique, énoncerait alors des phrases couleur de principe, ayant le goût de principe, mais qui ne seraient pas vraiment des principes. Du même coup, ces simili-principes, utilisant des techniques rédactionnelles trompeuses et fallacieuses, permettraient de rendre valide tout type de règles coercitives qui auraient été, elles, invalidées si le principe avait été correctement rédigé. Eh bien, il s'avère que cette hypothèse, a priori purement imaginaire, que nous avons soulevée, est semble malheureusement confirmée en tant que réalité concrète. Une réalité concrète qui est tout simplement celle de la Constitution française actuelle. Cette Constitution française dont nous avons dit tout à l'heure qu'elle était composée de 4 textes. Premier texte. Constitution du 4 octobre 1958, rédigée par Charles de Gaulle et Michel Debré. Deuxième texte, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui a été intégrée à la Constitution en 1971. Troisième texte, préambule à la Constitution du 27 octobre 1946, qui a été intégrée à la Constitution actuelle en 1971. Et la Charte de l'environnement du 1er mars 2005 qui a été intégrée le 1er mars 2005. Alors, nous pouvons répartir ces 4 textes en 2 blocs thématiques. Le premier bloc étant composé de la Constitution du 4 octobre 58, seul,
que nous qualifierons de bloc procéduriel, et le second, composé des 3 autres textes, que nous qualifierons de bloc principiel. C'est donc bien dans la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans le préambule de 1946 et dans la Charte de l'environnement de 2005, qu'il nous faut essentiellement chercher les principes directeurs qui guident et qui bornent, qui sont supposés borner, la production législative. Or, que constatons-nous à la lecture passionnante de ces textes fondateurs du droit français, garantissant aux citoyens la liberté, la sécurité, l'égalité, la fraternité et lui conférant le droit inaliénable de résistance à l'oppression? Cite textuellement ce qui est écrit dans la Constitution. Eh bien, à cette lecture, nous constatons tout simplement que ces principes sublimes sont transformés par le truchement de l'habileté rédactionnelle de ceux qui ont écrit les textes constitutionnels, sont transformés en pseudo-principes, en faux principes, en prétendus principes, généralement exposés sous forme d'assertions vides de sens, à la limite du sophisme. Accusation terrible. Accusation terrible auxquelles nous allons bien sûr nous efforcer d'apporter des preuves tangibles dans les propos qui vont suivre. Alors, nous devons tout d'abord préciser que cette audite globale de la Constitution française ne consistera pas en une analyse sur le fond, mais consistera en une analyse sur la forme. En ce sens que nous n'entreprendrons pas de déterminer si telle ou telle disposition apparaît mauvaise au regard de certaines valeurs, forcément subjectives, et au final suggérer par des préconisations d'opérer telle ou telle modification dans tel ou tel sens pour que la collectivité s'en porte mieux. Travail fort intéressant, pouvant d'ailleurs faire l'objet d'autres démarches que nous aurons certainement l'occasion d'exposer dans le cadre d'autres communications. Non. Pour l'heure, en réalité, cette audite de la Constitution française va consister en une analyse formelle. Formelle en ce sens que nous nous contenterons d'examiner avec attention et en toute objectivité la qualité rédactionnelle de la Constitution du seul point de vue de sa signification pour le citoyen qui y est soumis. Soumis de façon coercitive, rappelons-le. On ne le rappellera jamais assez. Cette démarche que nous allons entreprendre vis-à-vis de la Constitution française est donc bien en tout point comparable à une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et indépendant sur le règlement intérieur d'une entité donnée, dans l'objectif annoncé d'aboutir à un jugement par rapport à certaines normes, définition consacrée du travail particulier que l'on appelle audit. Mais lorsque nous disons que nous allons entreprendre de juger la Constitution française sur la base de certaines normes, on nous pose généralement une série de questions préliminaires qui sont celles-ci. Mais de quelles normes allez-vous utiliser? Vos normes que vous allez utiliser sont-elles vraiment objectives? Et d'abord, qu'est-ce qu'une norme? Alors une norme, le mot norme vient du latin norma, équerre, règle. Une norme, ça désigne un état habituellement répandu, un état moyen, considéré le plus souvent comme une règle à suivre. Ce terme générique désigne un ensemble de caractéristiques décrivant un objet, un être qui peut être virtuel ou non. Tout ce qui rentre alors dans le cadre d'une norme est considéré comme normal, alors que ce qui s'en écarte est considéré comme anormal. Les normes présentent toutes le même objectif élémentaire, qui consiste à fixer des
principes ou des critères acceptés et de fournir une base fiable permettant aux gens de partager les mêmes attentes autour d'un produit ou d'un service. Voilà pour la définition d'une norme. Mais une norme peut-elle être objective? Deuxième interrogation. En réalité, la raison d'être d'une norme n'est pas l'objectivité, car la norme n'est qu'un outil clair d'utilisation au service d'une valeur qui, elle, c'est la valeur qui est forcément, par définition, subjective. C'est donc la valeur qui crée la norme et pas l'inverse. Ce premier point est très important car cette inversion de sens entre norme et valeur est l'une des caractéristiques les plus remarquables de la tyrannie, qui a précisément pour habitude d'ériger la norme en termes de valeur. Donc, la valeur est subjective. Cela n'est pas contestable, en ce sens qu'elle est une conception implicite ou explicite de l'estimable, du désirable, propre à un individu ou à un groupe d'individus. Alors, pour le problème qui nous occupe, l'énoncé, ce sera donc de déterminer une valeur fondamentale attachée à la Constitution, valeur de laquelle découleront une ou plusieurs normes permettant d'évaluer si la Constitution étudiée respecte bien cette valeur fondamentale. Or, nous venons de dire qu'une valeur était une conception implicite ou explicite de l'estimable, du désirable, ou du désirable propre à un individu ou à un groupe d'individus. Alors, quelle pourrait donc être la valeur fondamentale définie de la sorte que nous pourrions attacher à la Constitution? Quelle pourrait être cette valeur propre à un groupe, c'est-à-dire à l'ensemble des citoyens d'une nation, qui serait de nature à rendre estimable au plus haut point la Constitution aux yeux de ce groupe, aux yeux du peuple? Alors, rappelons que nous avons bien précisé, avant de répondre à cette question, rappelons que nous avons bien précisé que notre étude ne porterait pas sur le fond, mais sur la forme. Ce qui nous amène à reformuler la question de façon plus précise, pour pouvoir mieux y répondre. Quelle pourrait être la valeur formelle, ou la qualité principale, qu'un peuple est en droit d'attendre d'un texte posant le fondement des règles coercitives auxquelles il va être soumis? Eh bien, nous avons posé comme hypothèse que cette valeur fondamentale, formelle, devait être la rigueur. La rigueur, pourquoi? Tout simplement parce que la loi, elle est rigoureuse par essence, et qu'elle s'applique rigoureusement par le biais de la violence légale sur le citoyen administré, et avec toute la rigueur que nous savons. Il est donc d'une logique imparable, nous semble-t-il, que cette rigueur exécutive soit bien identique à la rigueur législative, que la rigueur avec laquelle s'administre l'exécutif soit bien identique à la rigueur avec laquelle s'édicte le législatif. En effet, quelle que soit l'opinion personnelle que tel ou tel citoyen peut avoir sur le bien fondé de telle ou telle règle coercitive, la compréhension de l'énoncé de la même règle doit être limpide en tout état de cause et ne pas prêter à interprétation multiple, au risque de conférer à l'exécutif le pouvoir discrétionnaire d'en faire lui-même sa propre lecture. Technique bien connue, qui a un nom bien connu, l'arbitraire, et une application bien connue aussi, la tyrannie. Nous partirons donc du principe que la nécessité de rigueur rédactionnelle du texte constitutionnel est une valeur fondamentale partagée par tous les citoyens, et nous baserons toute notre étude sur ce présupposé. Ce parti pris sera notre seule concession à la subjectivité.
Et nous comprendrons d'ailleurs très bien de ce fait que tous ceux qui considèrent qu'il est de peu d'importance que les différents articles de la Constitution soient énoncés de façon rigoureuse, que tous ces gens se désintéressent dès lors de tout ce que nous allons dire et s'en aillent vaquer à d'autres occupations. La valeur de rigueur étant donc ainsi posée en termes de ligne directrice de notre audit, il nous reste maintenant à déterminer les normes qui nous permettront d'évaluer le niveau de rigueur de tel ou tel article de la Constitution, de le noter en conséquence, avec pour objectif final d'aboutir à une appréciation globale de l'ensemble de la Constitution, obtenue en faisant la moyenne de chacun des articles étudiés, de la notation de chacun des articles étudiés. Alors, pour mener à bien cet audit, nous avons convenu de nous baser sur deux normes, sur deux critères d'évaluation objectifs qui sont la précision et la cohérence. La précision, c'est bien une norme objective, mais une norme qui est souvent confondue avec une norme voisine qui s'appelle la clarté. La clarté est en effet sensiblement distincte de la précision, en ce sens que la clarté d'une disposition n'emporte pas forcément, ne s'accompagne pas forcément de sa précision. Savoir que nous pouvons très bien comprendre la formulation de l'article et de ne pas pouvoir déterminer avec précision son champ d'application, par exemple. Dans ce cas, nous dirons donc que cet article est clair, mais pas précis. Exemple, l'article 1 de la Constitution, qui dit « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». Cet article est clair dans la mesure où sa formulation et sa syntaxe nous permettent de comprendre parfaitement la phrase énoncée. Par contre, il n'est pas précis, car nous ne connaissons pas la signification exacte de l'adjectif démocratique, ni celle de l'adjectif social. Inversement, la précision d'une disposition ne s'accompagne pas forcément, pas toujours, de sa clarté. En effet, il existe un certain nombre d'articles qui emploient des mots très précis, c'est-à-dire des mots dont la signification est bien connue de tous et ne comporte aucune ambiguïté, mais qui agencent ces mots les uns à côté des autres dans le cadre pour donner une syntaxe spécieuse qui rend de fait incompréhensible le sens global de la phrase. Exemple, l'article 4 de la DDHC. Nous dirons DDHC tout au long de cette étude pour résumer la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 4 de la DDHC qui dit que l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Cet article est naturellement archi connu. Il emploie par ailleurs des termes précis et connus, mais le sens global de la phrase est abscon. La preuve que le sens est abscon, c'est que lorsque vous demandez, lors d'une séance d'atelier constitutionnel par exemple, à un partisan au hasard, néophyte, de vous expliquer le sens de cette phrase, il est généralement très embarrassé et ne s'en sort souvent qu'en recréant une autre phrase du genre « La liberté d'un membre de la société s'arrête là où commence celle de son voisin », qui n'est d'ailleurs pas plus claire que la précédente. Il n'en reste pas moins que la clarté et la précision sont des normes très approchantes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convenu de les regrouper ensemble. La norme dominante étant naturellement la précision, plus que la clarté, car elle témoigne sans conteste de la rigueur d'une disposition législative, mais il n'empêche que sa notation sera encore plus favorable si elle allie la clarté à la précision. Ce sera encore mieux. Deuxième norme d'appréciation de la rigueur constitutionnelle que nous allons utiliser dans le cadre de cet audit, c'est la cohérence. La cohérence, sachant que cette norme comporte deux aspects, la cohérence interne et la cohérence externe.
Le contrôle de cohérence interne s'attache à vérifier que le rédactionnel d'un article donné ne comporte pas une incohérence entre une partie de la phrase et une autre partie de la phrase inclue dans le même article. Le contrôle de cohérence externe, lui, s'attache à vérifier que certaines propositions de phrases contenues dans un article donné ne sont pas incohérentes avec d'autres propositions contenues dans d'autres articles différents. Alors, du point de vue de la cohérence, l'affaire se complique toutefois sensiblement lorsque nous allons être amenés à constater, par exemple, que certaines propositions de phrases constitutionnelles sont incohérentes, c'est-à-dire en fait contradictoires, avec des articles de loi, c'est-à-dire des règles coercitives de niveau inférieur à la Constitution. Alors, nous touchons là au problème très sensible de la constitutionnalité des lois et règlements, donc de ce qu'on nomme le contrôle de constitutionnalité des lois. Contrôle qui est effectué par une instance dénommée Conseil constitutionnel, dont nous avons déjà parlé et dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. Le contrôle de cohérence externe, lorsqu'il concerne la cohérence des règles constitutionnelles avec les lois, décrets, règlements, arrêtés, c'est-à-dire avec les règles composant l'ensemble des 74 codes juridiques, ce contrôle ne rentre pas à proprement parler dans le cadre spécifique de notre audit constitutionnel, mais nous en profiterons néanmoins pour relever à chaque fois tous ces types d'incohérences, chaque fois qui nous sembleront directement favorisés, précisément par le défaut de rigueur constaté de telle ou telle partie de la Constitution, ce qui nous amènera ainsi, par le fait, à abaisser la notation de la Constitution pour cette même raison. Enfin, et pour en terminer avec cette présentation méthodologique, il nous faut préciser le sens profond de cette étude à laquelle nous avons donné le nom, qui peut surprendre, d'audit. Alors, il arrive assez souvent que l'État réalise des audits auprès de ses différents services. Mais ces audits sont généralement commandés en interne, ce qui signifie que c'est l'État qui se contrôle lui-même. Alors, idem d'ailleurs pour le Conseil constitutionnel, qui est composé d'individus clés du sérail dirigeant et qui, par conséquent, contrôle ses pairs. Il s'agit, en quelque sorte, d'un contrôle en famille, entre individus appartenant à une même élite. Par comparaison, pourrions imaginer que l'administration fiscale, par exemple, accepte que le contrôle des comptes d'une entreprise soit réalisé par des salariés de cette même entreprise, au lieu d'être obligatoirement effectué par un agent extérieur, le fameux commissaire aux comptes. Eh bien, force nous sera de constater que cette latitude que l'État refuse aux citoyens ordinaires, il se l'accorde à lui-même, ce qui, vous en conviendrez, est particulièrement contradictoire, pour ne pas dire plus. Mais pour ce qui concerne les textes législatifs, et en premier lieu la Constitution, nous pouvons nous poser la question suivante. Existe-t-il un contrôle citoyen permettant de déterminer si les dispositions qu'ils contiennent, ces textes législatifs, sont bien conformes à des normes préétablies, à l'image des contrôles fiscaux des entreprises qui ont pour objectif de vérifier si les comptes présentés par les citoyens respectent des normes précises et préétablies. En poussant encore plus loin, nous pourrions même nous demander si un citoyen ordinaire possède le droit en termes juridiques et pourquoi pas même en termes pénals, de porter un regard analytique sur la Constitution. A-t-il le droit de faire cela? Droit que nous nous octroyons aujourd'hui en engageant cet audit constitutionnel, droit qui pourrait très bien d'ailleurs nous être contesté au regard des restrictions de plus en plus nombreuses apportées depuis quelque temps à la liberté d'expression la plus élémentaire, et le motif, pourquoi pas, d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais pourtant, il existe dans la
Constitution un article, un petit article, l'article 15 de la DDHC, qui dit que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Article qui certes ne mérite qu'une notation médiocre en termes de précision, nous y reviendrons, mais qui, pour peu que nous reprenions en notre compte les techniques interprétatives des maîtres du pouvoir, pourrait signifier, pourquoi pas, que tout citoyen est fondé à interpeller l'État sur le sens de certaines parties de la Constitution. Alors, bien sûr, on pourra, on nous objectera que les citoyens ont déjà approuvé cette Constitution par le référendum du 28 septembre 1958 et qu'ils ne sont plus fondés aujourd'hui à y apporter la moindre critique. Mais nous laisserons à tous les citoyens responsables et éclairés le soin de juger de la valeur de cette assertion. De fait, cet audit constitutionnel que nous proposons, commandé par aucune instance étatique, est issu de la seule initiative citoyenne. Cet audit constitutionnel vient combler un véritable vide juridique et démocratique, celui du contrôle citoyen sur les agissements de la représentation. Ce type de contrôle, qui a une vocation permanente, devrait être engagé, doit être engagé, par de simples citoyens non pourvus de mandat électif ni de fonctions administratives, et avoir pour final objectif d'évaluer dans quelle mesure la rédaction générale de la Constitution et la formulation particulière de ces différents articles respectent bien, nous l'avons déjà dit, l'intérêt général. Mais nous verrons que ce vide juridique, nous dirons même cet abîme juridique, est néanmoins courant dans la rédaction même du corpus juridique et constitutionnel français, au point que des concepts aussi lourds que ceux de démocratie, république, justice, sociale ou service public sont énoncés en tant qu'axiomes flottants, mais ne font pas l'objet de définitions rigoureuses, ce qui permet au pouvoir décisionnaire du moment de leur donner la signification ponctuelle qui convient dans chaque cas et dans chaque situation d'espèce. Il en va de même pour l'énumération des attributions qui, tant pour le pouvoir central, notamment par les articles 34 et 37 de la Constitution, que pour le pouvoir territorial, notamment par l'article 21, 22 du Code général des collectivités territoriales, ne permet pas de déterminer avec précision ce que tel pouvoir peut faire ou ne pas faire, tendant ainsi à laisser supposer que tous peuvent en réalité tout faire. Mais, simple fenêtre ouverte sur la suite, n'anticipons pas et terminons cette présentation en indiquant que le parti pris d'objectivité formelle de cet audit, ce parti pris va nous permettre de déterminer notamment si, de par sa conception rédactionnelle, la Constitution est un outil de domination d'un groupe restreint sur le plus grand nombre, ou bien si, au contraire, c'est bien un outil mis à la disposition du peuple pour exprimer sa volonté. Sur un plan pratique, plutôt que d'utiliser un système de notation classique qui nous a semblé trop lourd pour un texte global comportant environ 150 articles, nous opterons pour une comptabilisation de pénalités à chaque fois qu'un article particulier sera démontré défaillant sur l'un ou sur les deux critères retenus, les critères de précision et de cohérence. C'est ainsi qu'au terme de l'audit, il nous suffira de comptabiliser le nombre de pénalités pour imprécision et le nombre de pénalités pour incohérence, rapporté au nombre d'articles étudiés pour obtenir une estimation globale, une évaluation globale de la Constitution du point de vue de la rigueur juridique, seul objet, rappelons-le, de cet audit. À bientôt.